Icare, debout derrière la porte, gardait une réserve boudeuse. « Qui a osé » s'écria le roi. L'architecte, arraché à ses songes, se leva. « Qui d'autre que moi, répondit-il, pouvait apporter la solution d'un problème que j'avais créé et rendu insoluble pour tous. Ariane seule, parce qu'elle aimait, a pu toucher ma volonté. Et qui l'a conduite jusqu'à toi ? Icare, qui est la jeunesse et en a la générosité. Minos écumait la rage. La paix sereine du vieillard l'exaspérait, car elle se plaçait au-dessus de l'autorité royale après l'avoir bafouée. Tu as construit le labyrinthe pour y enfermer le Minotaure, mais vous avez trahi ma confiance. Qu'il soit donc votre tombeau à toi et à ton fils. Dédale n'eut pas un frémissement à l'énoncé de la sentence. Terrorisé, Icare se précipita vers lui. « Père !» Le malheur qui se préparait soudain les rapprochait. Ils s'éteignirent. Pour clamer les sanglots de l'adolescent, le bâtisseur prodigieux découvrait en lui les trésors de tendresse. D'une main qui ne tremblait pas, il caressait les cheveux de son enfant, sans proférer un mot, tout entier à ce geste. Un soir, en retournant à sa cabane, Chêne eut envie de cueillir un rameau de jasmin pour chasser l'impression de tristesse laissée par son ami. C'est souvent ainsi que commencent les aventures, par une idée inattendue, un petit rien qui vous entraîne loin. Chêne escalada le mur et resta muet d'admiration devant ce qu'il découvrit. À ses pieds s'étendait un jardin merveilleux. Toutes les fleurs de l'Asie y mêlaient leurs couleurs. Des kiosques de porcelaine se reflétaient dans des pièces d'eau claire, bordées de sentiers recouverts d'un gravier blanc. Le garçon sauta à bas du mur et se risqua le long des pelouses où tombaient, un à un, des pétales de magnolia. Dans les kiosques, des mots de bienvenue étaient peints en rouge vif sur du papier de soie. Des mots qui offraient les gâteaux aux amandes et les confitures de roses et les liqueurs et les fruits servis dans des corbeilles d'argent sur des tables de laque. Chêne goûta de ces douceurs délicieuses qui lui firent tourner la tête et puis il s'enfuit en courant. Planté dans sa coque d'un vieux vaisseau, enchâssé entre les mâts brisés et les cordages, se dressait un arbre superbe et fier. Les hommes du narval plissaient les yeux sur le majestueux végétal quand le capitaine O'Murphy ordonna que l'on mette une chaloupe à la mer. C'était le matin du 24 avril 1894. Les mouettes suspendaient leur vol. Deux matelots suivirent le capitaine sur le pont du vaisseau jusqu'au pied de l'étonnant voyageur. Les racines de l'arbre plongeaient dans les entrailles du bateau et avaient depuis longtemps soulevé et vrillé planches et madriers. Les branches avaient arraché les vergues, tranché les aubans et s'élançaient vers le ciel immense. Le capitaine s'interrogeait en silence. « Enfin, vous voilà ! Qui que vous soyez, vous êtes bienvenu, » dit l'arbre. O'Murphy recula. Les deux matelots auraient eu tôt fait de rejoindre la chaloupe si le capitaine ne les avait retenus. Le lézard. Lézard des rochers, lézard des murailles, lézard des semailles, lézard des clochers. Tu tires la langue, tu clignes des yeux, tu remues la queue, tu roules, tu tangues, lézard bleu diamant, violet reine Claude et vert d'émeraude, lézard d'agrément. Le capitaine Styx m'abandonne sur le quai du Far West le 1er novembre. Rampant, j'atteins le marché aux poissons où l'on commence à me piétiner. Une énorme poissonnière s'interpose, la belle grosse Mamamita. Ce jour-là, maman, je découvre la tendresse et la chaleur d'un vrai lit avec Mamamita et ses 200 kilos de générosité. Je vis heureux dans ses bras confortables qui sentent le poisson. Je lui raconte mes beaux voyages, les plats de tomates aux oignons, à l'aile et au basilic. Mamamita n'est pas plus riche que nous, mais elle est gentille. Mamamita, je suis devenu son petit homme tronc soprano, son petit pirate. Le 18 novembre, elle m'offre un œil de verre d'occasion. Je suis aux anges, je chante sur les marchés pour appâter les clients. Pour en mettre plein la vue à votre voisin, surtout s'il vous embête à la récré, traitez-le de cinésophale. Cette drôle de bête,
dont le nom signifie tête de chien, est un singe, cousin du macaque, animal bien réel dans les régions chaudes du globe. Le cynésophale a aussi ses côtés fantastiques. Il peut être un homme à tête de chien, il sait danser au rythme de la musique et apprendre vite à faire des tours. Très doué pour singer les mimiques des autres, il vous imitera si bien que vous chercherez à disparaître sous terre. Mais dans le monde souterrain, Cerbère vous attend et ne vous gagnerez pas au change. La girafe. La girafe et la girouette, vent du sud et vent de l'est, tendent leur cou vers l'alouette, vent du nord et vent de l'ouest, toutes deux vivent près du ciel, vent du sud et vent de l'est, à la hauteur des hirondelles, vent du nord et vent de l'ouest, et l'hirondelle pirouette, vent du sud et vent de l'est, en été sur les girouettes, vent du nord et vent de l'ouest, l'hirondelle fait des parades, vent du sud et vent de l'est, tout l'hiver autour des girafes, vent du nord et vent de l'ouest. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 29 août 2003. Aujourd'hui, on décolle. Nous partons en Inde chercher Annika. Elle habite à Delhi, dans l'orphelinat Holy Cross. Nous ne la connaissons pas encore. On a juste une photo d'elle et nous savons qu'elle a 19 mois. Delhi, 29 août, 22h. Welcome to India. Bienvenue en Inde. Le taxi de l'aéroport a mis tous nos bagages sur le toit et nous amène à l'hôtel en klaxonnant comme un fou pour se frayer un chemin. Nous retrouvons avec plaisir la foule de ce pays que nous aimons. On avait oublié que les touristes et les taxis sont plus chers pour les touristes. Le chauffeur ne connaît pas l'endroit. Il faut demander plusieurs fois notre route. Nous questionnons deux hommes assis sur un lit en toile, au bord de la rue. Vivent-ils ici ou bien s'y retrouvent-ils tous les matins pour boire leur thé? En tout cas, ils connaissent bien la maison des enfants abandonnés. Elle est maintenant toute proche. Nous sommes enfin devant Holy Cross. À droite de la grille se trouve une sorte de grande boîte aux lettres avec une couverture à l'intérieur. C'est l'endroit où les mères qui ne peuvent pas garder leur bébé le déposent bien à l'abri pour que l'orphelinat s'en occupe. Comment le Wowie d'Australie perdit la vie? Bien avant l'arrivée des humains sur Terre, les animaux étaient les maîtres du monde et s'étaient installés au bord d'un fleuve en Australie. Ils parlaient tous la même langue et s'entendaient fort bien. La journée s'écoulait paisible. Mais au coucher du soleil, une immense silhouette surgissait de la montagne. C'était le Wowie, rapide et silencieux. Il dévalait de ses 6 pattes vers le fleuve. Défonce les terriers, avalait le contenu des nids d'un terrible coup de langue. Des cris d'effroi déchiraient la nuit, suivis par un silence de mort. Désespérés, les animaux décidèrent de s'unir pour résister aux monstres qui dévoraient leurs petits. Pendant toute la journée, alors que le Wowie se reposait dans sa caverne, ils entassèrent devant l'entrée des morceaux de brindilles et de roseaux. Puis l'oiseau-mouche, avec ses plumes de feu, alluma l'incendie. Dans son encre, le Wowie se réveilla en sursaut, mais, bloqué par la barrière de flammes, il ne put sortir. Il suffoqua pendant 6 jours, tandis que les animaux entretenaient le feu. Le 7e jour, l'horrible bête, à bout de souffle, finit par se jeter à travers le brasier et se précipita vers le fleuve avec tant de hâte qu'il s'y noya.